Au mariage de ma sœur, elle m'a giflé devant 300 personnes parce que j'ai refusé de lui céder mon Penthouse. Ma sœur m'a humilié publiquement pour mon appartement parisien. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'une juge de renom observait toute la scène, et que sa vie de princesse était sur le point de s'achever. C'est une histoire de famille, de trahison, mais surtout, de la reconquête de sa propre valeur face à la toxicité familiale. Avant d'entrer dans les détails de cette journée qui a tout changé, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Je suis toujours curieuse de savoir jusqu'où mes histoires voyagent. Dites-moi aussi quelle heure il est chez vous en ce moment. Maintenant, installez-vous confortablement, et laissez-moi vous raconter comment tout a basculé. J'étais là, debout dans les jardins somptueux du château de Bagnols, une coupe de champagne à la main. Le gravier crissait doucement sous les escarpins des invités. Le soleil de juin, généreux, caressait les pierres dorées de la bâtisse séculaire, et l'air embaumait un mélange sophistiqué de pivoine, de roses anciennes et de promesses éternelles. 300 invités, le fleuron de la bonne société lyonnaise et parisienne, déambulaient sur la pelouse parfaitement tondue, leur conversation formant un murmure élégant. C'était un mariage de contes de fées, une production hollywoodienne orchestrée à la perfection. Et au centre de tout cela, il y avait ma sœur, Manon. Dans sa robe haute couture qui avait dû coûter le prix d'une petite voiture, elle rayonnait, captant la lumière et les regards. Elle était la princesse du jour, et chaque pore de sa peau semblait en savourer l'instant. Je m'appelle Élodie, j'ai 32 ans. Et ce Penthouse qu'elle convoitait tant, ce n'était pas juste un appartement. C'était une cicatrice, un trophée, un monument érigé à la gloire de mes sacrifices. C'était l'écho de mes nuits blanches à la faculté de droit Panthéon-Sorbonne, le goût fantôme des pâtes instantanées pendant que je montais mon propre cabinet d'avocat, la sonnerie de mon réveil à 5 heures du matin, les vacances annulées à la dernière minute, les relations amoureuses sacrifiées sur l'autel de mon ambition. C'était un appartement haussmannien magnifique, 180 mètres carrés de parquet qui craque et de moulures au plafond, avec une vue imprenable sur les toits de Paris depuis le 16e arrondissement. Je l'avais acheté seul, avec mon argent, l'argent gagné à la sueur de mon front après une affaire exténuante mais victorieuse qui avait changé ma vie. C'était ma forteresse, mon sanctuaire, ma fierté. Ma victoire silencieuse dans un monde qui ne m'avait rien donné. Manon, elle, avait suivi un chemin pavé de coussins de soie. Plus jeune que moi de 4 ans, elle avait toujours été la petite chérie, la préférée de nos parents, Hervé et Brigitte. Notre enfance était un diptyque déséquilibré, pendant que je m'épuisais pour être la première de la classe, espérant un regard de fierté, elle récoltait les louanges pour un simple sourire. Pendant que je travaillais l'été pour payer mes livres, elle se cherchait, lors de voyages en Italie ou en Espagne, financés par papa et maman. Ils applaudissaient sa joie de vivre, sa spontanéité, tout en s'inquiétant de mon acharnement au travail, qui, selon eux, me rendait trop sérieuse. Ils ne comprenaient pas que mon sérieux était une armure, ma seule option. Contrairement à Manon, je n'avais pas de filet de sécurité. En la regardant rire aux éclats avec son nouveau mari, Thibaut, un jeune banquier d'affaires prometteur au sourire impeccable, j'ai senti une pointe de tristesse se mêler à ma fierté fraternelle. Je voyais l'image de moi-même dans un univers parallèle. Un univers où je n'aurais pas eu à me battre pour chaque centimètre de reconnaissance, pour chaque euro sur mon compte en banque. Il y avait une tristesse fugace. J'aimais ma sœur, ou du moins, j'aimais le souvenir de la petite fille avec qui j'avais partagé une chambre, des secrets, des fous rires. Mais la femme qu'elle était devenue, je ne la connaissais plus vraiment. Un abîme de choix, de sacrifices et d'expériences que je savais qu'elle ne comprendrait jamais nous séparer. L'atmosphère était luxueuse, presque écrasante. Chaque détail criait l'opulence, des compositions florales extravagantes aux serveurs en gants blancs. Mais sous le vernis de la perfection, je sentais une tension, une fausseté qui me mettait mal à l'aise. C'était comme si toute cette beauté n'était qu'un décor de théâtre, cachant un drame qui ne demandait qu'à éclater. Une voix m'a tiré de mes pensées. C'était ma mère. Puis, j'ai vu ma mère, Brigitte, s'approcher avec ce sourire mielleux qu'elle ne sort que lorsqu'elle est sur le point de demander l'impossible. Mon estomac s'est noué. Ma mère, Brigitte, s'est approchée, fendant la foule avec l'aisance d'une femme habituée à être le centre de l'attention. Son brushing impeccable, fruit d'heures de travail chez un coiffeur renommé, défiait la légère brise.
Elle portait une robe de créateur bleu marine qui, je le savais, avait coûté plus cher que mon premier loyer d'étudiante. Élodie, ma chérie, tu es resplendissante, a-t-elle commencé, sa voix suintant une fausse affection qui me donnait la nausée. Cette couleur te va à ravir, mais tu as l'air un peu fatiguée. Tu travailles trop. La critique déguisée en sollicitude. C'était sa spécialité. Mon père, Hervé, l'a rejointe, un verre de whisky à la main, son visage affichant cette expression sévère que je ne connaissais que trop bien. C'était le visage du patriarche, du juge, de celui qui savait toujours ce qui était bon pour tout le monde, surtout pour moi. Manon et Thibault leur ont emboîté le pas, formant un petit cercle autour de moi. Je me suis sentie comme un animal pris au piège, les sourires de mes proches se transformant en barreaux d'une cage invisible. Le piège se refermait. Nous devons avoir une petite discussion de famille, a dit mon père, sans préambule, son ton ne laissant aucune place à la contestation. Le mot « famille » dans sa bouche sonnait toujours comme une menace, un rappel de mes obligations, jamais de mes droits. J'ai serré un peu plus fort ma coupe, le cristal froid contre ma paume. Papa, c'est le mariage de Manon. L'heure est à la fête, pas aux discussions sérieuses. Est-ce que ça ne peut pas attendre, ai-je tenté, sachant pertinemment que ma tentative était vaine. Justement, c'est le moment idéal, a rétorqué Manon, en passant un bras possessif autour de la taille de Thibault, un geste qui se voulait tendre mais qui ressemblait à une prise de territoire. Nous parlons de notre avenir. De notre nid. Ma mère a pris le relais, son ton devenant doucereux, presque suppliant. Un ton que je détestais, car il précédait toujours une demande exorbitante, une tentative de manipulation émotionnelle. Tu sais, ma chérie, avec Manon et Thibault qui fondent une famille, ils vont avoir besoin d'espace. Un vrai foyer pour leurs futurs enfants. Un endroit sûr, prestigieux. Je les ai regardés, perplexes mais déjà sur mes gardes. Je suis sûre qu'ils trouveront un endroit magnifique. Paris regorge de beaux appartements pour qui a les moyens, et Thibault semble bien réussir. Un silence glacial a suivi ma remarque. C'est Thibault, visiblement mal à l'aise, qui a pris la parole, évitant mon regard. Eh bien, le marché est compliqué en ce moment. Les taux montent. Et nous aimerions rester dans un beau quartier, pour les écoles plus tard, tu comprends. C'est Manon qui a lâché la bombe, avec un naturel déconcertant, comme si elle demandait l'heure. Nous voulons ton Penthouse, Élodie. Le monde autour de moi a semblé s'arrêter. Le bruit des conversations, la musique du quatuor à cordes, le rire lointain d'un enfant, tout s'est estompé. Il ne restait que le sifflement dans mes oreilles. J'ai cru avoir mal entendu. Pardon? Qu'est-ce que tu viens de dire? Mon père est intervenu, avec le ton condescendant d'un homme qui s'apprête à expliquer une évidence à un enfant. Élodie, sois raisonnable. Tu es une femme seule. Que fais-tu de tout cet espace? 3 chambres, pour qui? C'est presque indécent, un tel gaspillage. Manon et Thibault, eux, vont avoir des enfants. Ils ont besoin de cet espace. C'est une question de logique, de bien-être familial. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ma logique à moi, c'était les années de travail acharné, les sacrifices. Vous voulez que je quitte ma maison? La maison pour laquelle j'ai travaillé jour et nuit? La maison que j'ai payée, brique par brique, avec mes honoraires? Ne sois pas si dramatique, a sifflé ma mère. C'est ton problème, Élodie, tu prends tout de manière si personnelle. Il ne s'agit pas de te mettre à la rue. Ce serait un échange. Tu pourrais prendre l'appartement de Thibault. C'est un 2 pièces charmant à Créteil. Très bien desservi par le RER. Parfait pour une personne seule. Créteil. Un 2 pièces à Créteil contre mon Penthouse de 180 mètres carrés dans le 16e arrondissement de Paris. L'insulte était si énorme, si monumentale, que le rire m'est monté à la gorge. Un rire nerveux et amer. Un échange? Vous appelez ça un échange? C'est une spoliation. C'est là que mon père a prononcé la phrase qui a tout cristallisé, révélant le fond de leurs pensées. Les parents travaillent dur toute leur vie pour donner des opportunités à leurs enfants. Le mariage de Manon avec Thibault, son entrée dans cette famille, c'est l'aboutissement pour nous tous. C'est une reconnaissance sociale que ta mère et moi n'avons jamais eue.
Tu ne peux pas gâcher ça pour une histoire de mur, pour un simple appartement. Tu nous dois bien ça. J'ai compris. Mon appartement n'était pas juste un logement. C'était un symbole de mon succès, un succès qu'il ne me pardonnait pas, un succès qui faisait de l'ombre à leur princesse. En me le prenant, il ne prenait pas seulement des murs, il prenait ma victoire. Il me remettait à ma place. Leurs mots étaient si absurdes, si déconnectés de la réalité, que pendant un instant, j'ai cru à une mauvaise blague. Mais le regard dur de Manon m'a dit que c'était tout sauf une blague. Ma réponse est sortie, plus froide que le champagne dans ma coupe. Chaque mot était détaché, précis, sans appel. Non. La réponse est non. Ce n'est même pas une question à débattre. Cet appartement est à moi. C'est la fin de la discussion. J'ai fait un pas pour m'éloigner, pour mettre fin à cette conversation surréaliste. Le visage de Manon s'est décomposé, passant de l'attente confiante d'une enfant gâtée à une fureur glaciale. C'est là qu'elle a décidé de porter le conflit sur un autre terrain, celui de l'humiliation publique, une tactique qu'elle maîtrisait à la perfection. Tu as toujours été comme ça, a-t-elle craché, sa voix montant d'un cran, attirant l'attention de quelques invités à proximité qui ont cessé leur conversation pour nous observer. Égoïste. Tu ne penses qu'à toi. C'est exactement comme la fois où tu as refusé de me prêter ta BMW pour que j'aille en week-end à Deauville avec mes amis. Tu as toujours voulu tout garder pour toi. L'accusation m'a frappé en pleine poitrine. Pas parce qu'elle était vraie, mais parce qu'elle était une déformation si perverse de la réalité, une arme conçue pour me blesser et me discréditer. Elle savait exactement où frapper. Je me suis souvenu de cet épisode avec une clarté douloureuse, comme si c'était hier. J'avais 28 ans, et je venais de m'offrir ma première belle voiture, une série 3 d'occasion, le fruit de mes premières grosses commissions. Elle était mon bébé, le symbole de mon indépendance naissante. Manon, alors âgée de 24 ans, me l'avait demandé pour un week-end entre filles. J'avais refusé poliment, expliquant que l'assurance n'était qu'à mon nom et que je n'étais pas à l'aise. Elle avait boudé, m'avait traité de radine, mais j'avais tenu bon. Le lendemain, en descendant au parking de mon immeuble pour aller travailler, j'avais trouvé ma place vide. La panique, puis la fureur. Manon avait pris le double des clés sur mon bureau sans ma permission. Elle m'avait appelé 2 heures plus tard, en pleurs. Pas parce qu'elle était désolée, mais parce qu'elle avait embouti l'arrière d'une autre voiture en se garant et s'était enfuie. Le propriétaire, furieux, avait relevé ma plaque d'immatriculation. J'avais dû payer des milliers d'euros de réparation de ma poche, gérer le litige avec l'assurance qui menaçait de me résilier, et subir une majoration de ma prime pendant des années. Quand j'en avais parlé à mes parents, espérant un soutien, leur réaction avait été effroyable. « Oh, Élodie, ce n'est qu'un peu de tôle froissée », avait dit ma mère. « Ta sœur est fragile en ce moment, elle vient de rompre avec son petit ami. Ne l'accable pas, fragile. » C'était le mot magique qui excusait tout. Et maintenant, des années plus tard, elle utilisait cette histoire, retournée comme un gant, pour me peindre comme la méchante, l'égoïste. Devant ces gens qui ne connaissaient pas la vérité. Les quelques invités qui nous observaient arboraient des mines compatissantes, pour elle. Je voyais dans leurs yeux le jugement, la grande sœur riche et froide qui refusait un petit plaisir à sa cadette le jour de son mariage. J'ai décidé de ne pas la laisser faire. Ma voix était basse, mais chaque mot était pesé, chargé de l'injustice accumulée. Ta mémoire est bien sélective, Manon. Tu oublies de raconter la partie où tu as pris mes clés sans permission, la partie où tu as vu un accident, et la partie où tu as commis un délit de fuite. Tu oublies aussi la partie où tu m'as appelé en pleurant, non pas pour t'excuser, mais pour me supplier de ne pas porter plainte afin de ne pas nuire à ta précieuse réputation. Un silence de mort est tombé sur notre petit groupe. J'ai vu la couleur quitter le visage de Manon. Thibaut, à côté d'elle, semblait soudain très intéressé par le fond de son verre. Mes parents, eux, me foudroyaient du regard. Comment osais-je ? Comment osais-je exposer la vérité, leur vérité arrangée ? Ma mère a été la première à réagir. Élodie, tu es odieuse. Remuer de vieilles histoires le jour du mariage de ta sœur. Tu n'as donc aucune décence ? La décence, ai-je rétorqué, sentant une colère froide monter en moi, une colère que j'avais réprimée pendant des années. La décence,
c'est de ne pas exiger que votre propre fille vous cède sa maison. La décence, c'est de ne pas la traiter de menteuse devant tout le monde. La décence, c'est d'assumer ses responsabilités, une chose que vous n'avez jamais apprise à Manon. C'était trop pour elle. Elle déformait la vérité avec un tel aplomb que j'ai vu le doute s'installer sur le visage de quelques invités proches qui avaient entendu l'échange. Elle ne voulait pas seulement mon appartement, elle voulait détruire ma réputation. Et vous, qui écoutez cette histoire, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous gardé le silence pour préserver une paix familiale factice, ou auriez-vous, comme moi, décidé que la vérité devait enfin éclater? Dites-le moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse sincèrement. La tension était devenue électrique, palpable, une bulle de haine au milieu d'une fête de l'amour. Mon père, le visage congestionné par la colère, a fait un pas vers moi. Sa mâchoire était serrée, ses yeux plissés. Sa voix était un grondement sourd, vibrant de l'autorité bafouée du patriarche. Assez. Tu as assez parlé. Les enfants ingrats ne méritent pas de réussir. Tu nous fais honte. Ces mots m'ont transpercé, plus douloureusement que n'importe quelle gifle. L'ingrate? Moi? Celle qui n'avait jamais rien demandé, qui s'était construite toute seule, qui avait même discrètement remboursé un de ses prêts à la consommation quelques années auparavant sans qu'il le sache? La honte? La honte de quoi? De réussir? De ne pas correspondre au moule qu'ils avaient prévu pour moi? Mais ces mots ont aussi eu un autre effet, ils ont solidifié ma résolution, transformant ma douleur en acier. J'ai levé le menton, le regardant droit dans les yeux. Ce succès, je ne vous en dois pas un seul centime. Il est à moi. Il est le fruit de mon travail, et vous n'y avez aucune part. C'est à ce moment-là que Manon a explosé. Toute sa vie de privilège, toute sa jalousie accumulée envers la sœur qui réussissait là où elle stagnait, toute sa frustration de ne pas être le centre de l'univers de tout le monde ont convergé en un seul instant de pure haine. Son visage de princesse s'est tordu en un masque hideux de rage. Tu as tout, a-t-elle hurlé, sa voix se brisant sous l'émotion, une plainte stridente qui a fait taire les conversations alentour. La carrière, l'argent, l'admiration. Mais tu n'auras jamais le bonheur. Tu es seul et tu le resteras. Tu te crois toujours meilleur que moi. Puis sa main est partie. Vite. Brutal. Le son a claqué. Sec. Un coup de fouet dans le silence soudain qui s'était fait autour de nous. Ma tête a basculé sur le côté sous l'impact. Une douleur fulgurante a irradié sur ma joue, chaude et lancinante. Des points lumineux ont dansé devant mes yeux. Pendant une seconde, une seule, le temps s'est suspendu. 300 invités se sont tus. Le quatuor à cordes s'est arrêté au milieu d'une note, créant une dissonance étrange. Un serveur a figé son geste, une bouteille de champagne à la main. Tous les regards étaient tournés vers nous. Vers ma joue qui commençait à virer au rouge. Vers la main de ma sœur, encore en l'air, tremblante. Et puis, le silence a été brisé. D'abord par quelques ricanements étouffés, venant du groupe d'amis de Manon, des filles aussi superficielles et cruelles qu'elle. Puis, comme une traînée de poudre, le rire s'est propagé. Une vague. Une vague immonde de moquerie et de mépris. Des gens qui ne me connaissaient pas, qui ne savaient rien de notre histoire, riaient. Ils pointaient du doigt. Chuchotaient derrière leurs mains. Elle l'a bien mérité, il fallait bien la remettre à sa place. L'humiliation était totale. Publique. Dévastatrice. Mon sang pulsait dans mes oreilles, couvrant presque le son de leur rire. J'ai cherché le regard de mes parents. Ma mère détournait les yeux, faussement occupée à lisser un pli imaginaire sur sa robe. Mon père avait une expression de satisfaction renfrognée, comme si cette violence était une punition justifiée. Ils ne m'ont pas défendu. Ils ont cautionné. Ils ont regardé leur fille se faire agresser et humilier, et ils n'ont rien fait. J'ai cherché le regard de Thibaut. Le marié. Il ne riait pas. Non. À la place, j'ai vu un choc profond, une incrédulité, et, oui, une lueur de dégoût dans ses yeux alors qu'il regardait la femme qu'il venait d'épouser. Il a fait un pas en arrière. Un tout petit pas. Presque imperceptible. Mais dans ce chaos, je l'ai vu. C'était la première fissure dans leur façade parfaite.
Manon, elle, me regardait avec un air de triomphe. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait m'avoir brisée, m'avoir réduite au silence par la honte. Le son de leur rire était plus douloureux que la gifle elle-même. Ils pensaient m'avoir brisée. Mais dans cette humiliation publique, une étrange clarté s'est emparée de moi. Le combat ne faisait que commencer. Je ne pleurerais pas. Je leur avais juré intérieurement, dans le tumulte de mes pensées, que je ne leur donnerais pas cette satisfaction. Mes larmes, s'il y en avait, seraient pour moi seule, plus tard, dans la solitude de mon appartement. Pas ici. Pas devant eux. Ma joue me lançait, une brûlure vive qui me rappelait l'insulte à chaque pulsation de mon cœur. Le rire ambiant commençait à s'estomper, remplacé par des chuchotements curieux, presque déçus. Ils avaient eu leur spectacle, maintenant ils attendaient la suite. Une crise de larmes? Une fuite honteuse? Une insulte en retour? J'ai fait quelque chose qu'aucun d'entre eux n'attendait. Lentement, délibérément, j'ai posé ma coupe de champagne sur le plateau d'un serveur pétrifié qui s'était approché. J'ai ouvert mon sac à main, mes gestes d'une précision chirurgicale malgré la tempête qui faisait rage en moi. Chaque mouvement était contrôlé, un acte de défi contre le chaos qu'ils avaient créé. J'en ai sorti mon téléphone. Un silence perplexe s'est installé. Que pouvais-je bien faire avec un téléphone dans une situation pareille? Appeler la police? Ridicule. M'épancher sur les réseaux sociaux comme une adolescente? Indigne de moi. Mon père a froncé les sourcils. Élodie, range ça tout de suite. Ne te rends pas plus ridicule que tu ne le es déjà. Sa voix contenait une note d'incertitude. Mon calme le déstabilisait. Je l'ai ignoré. Mes doigts ont glissé sur l'écran froid. J'ai ouvert ma boîte mail professionnelle. Pas de message impulsif sur un groupe WhatsApp. Pas de statut Facebook larmoyant. Une action réfléchie. Stratégique. Mon cerveau d'avocate, entraîné à disséquer les problèmes et à construire des argumentaires, avait pris le dessus sur mon cœur de sœur blessée. J'ai commencé à taper. Un nouveau message. Le sujet était simple, factuel, presque glacial, incident au mariage de Manon, nom de famille. Le texte était concis, factuel, presque clinique. Chaque mot était choisi pour son poids, sa précision juridique. Chers tous, je vous écris pour vous informer d'un événement grave qui vient de se produire ce jour, au cours de la réception de mariage de ma sœur, Manon, nom de famille. En présence de mes parents, Hervé et Brigitte, nom de famille, il m'a été exigé de céder la propriété de mon appartement personnel, situé à Paris, au profit du nouveau couple. Suite à mon refus catégorique de me soumettre à cette spoliation, j'ai été publiquement humiliée, puis agressée physiquement par ma sœur, qui m'a giflée devant l'ensemble des 300 invités. Cette agression, constituant un délit de violence volontaire, a été accueillie par les rires d'une partie de l'audience et par l'inaction complice de mes parents. Pas d'émotion. Pas de plainte. Juste les faits. Brut. Qualifiés juridiquement. Puis, j'ai sélectionné les destinataires. Une liste que j'avais mis des années à construire, le véritable capital de ma vie professionnelle. Maître Lefebvre, l'un des associés principaux de mon ancien cabinet, connu pour sa détestation de l'injustice. 2 journalistes spécialisés dans les affaires sociétales avec qui j'avais collaboré sur des dossiers pro bono. Les membres du conseil d'administration de l'association d'aide aux femmes victimes de violences pour laquelle je faisais du bénévolat, des femmes influentes et engagées. Et en copie cachée, CCI, j'ai ajouté une seule adresse, celle de Maître Alain Delacroix, mon ancien professeur de droit des obligations à la Sorbonne, un des avocats les plus respectés et redoutés du barreau de Paris. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi ne pas simplement partir en pleurant? Parce que j'ai compris une chose à cet instant précis, face à des agresseurs qui se nourrissent de votre silence et de votre honte, la seule réponse est la lumière. Une lumière crue, aveuglante. J'ai compris que face à des brutes, le silence est une forme de complicité. Et mon silence, il ne l'aurait plus jamais. Une seconde avant d'appuyer sur « Envoyer », mon doigt a hésité. Une voix dans ma tête a crié « Qu'est-ce que tu fais? C'est ta famille. Tu vas tout détruire. » Une image de Manon petite, me tenant la main, a traversé mon esprit. Mais une autre voix,
plus calme et plus puissante, a répondu, non. C'est de la légitime défense. Ils ont détruit la famille bien avant ce soir. Je respirai profondément, sentant le tremblement de mes mains s'apaiser. Il n'y avait plus de retour en arrière. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Un simple clic. Un son presque inaudible. Un clic qui allait déclencher un tremblement de terre dont il ne mesurait pas encore l'ampleur. L'effet n'a pas été immédiat. Pendant une trentaine de secondes, une éternité, rien n'a changé. Manon me regardait avec un air de défi, une lueur de satisfaction cruelle dans les yeux. Mes parents me foudroyaient du regard. Ils pensaient que mon geste était un caprice pathétique, une tentative désespérée d'attirer l'attention. Ils n'avaient aucune idée de la nature de l'arme que je venais d'utiliser. Ils pensaient en termes de dispute familiale, je pensais en termes de stratégie de communication et de réseau d'influence. Puis, un premier téléphone a vibré sur une table. Discrètement. Puis un autre. Un homme d'affaires grisonnant, un associé important de la famille de Thibault, a sorti son téléphone de la poche de sa veste. J'ai vu ses sourcils se froncer en lisant l'aperçu du message. Il a cliqué, a lu le court email, et son visage a changé. La jovialité forcée a laissé place à une expression de pure incrédulité. Il a levé les yeux vers moi, puis vers mes parents, puis de nouveau vers moi, comme s'il essayait de faire coïncider la femme digne et calme devant lui avec la description de la victime dans le message. Il a discrètement montré son écran à sa femme, dont la bouche s'est ouverte en un « oh » silencieux de stupeur. La contagion numérique a commencé. Le poison que j'avais injecté dans leur soirée parfaite se répandait, invisible et rapide. Les vibrations et les sonneries discrètes se sont multipliées. C'était un murmure électronique qui parcourait l'assemblée. Les visages souriants se sont figés. Les conversations se sont tues. Les chuchotements ont changé de nature. Ce n'était plus de la moquerie dirigée contre moi, c'était de la stupéfaction, de la curiosité malsaine, et chez certains, un début de dégoût dirigé vers ma famille. L'ambiance a basculé en moins de 2 minutes. Mon père a senti le vent tourner. Sa suffisance s'est muée en inquiétude. « Que as-tu fait » a-t-il sifflé, sa voix perdant de son assurance. J'ai décidé de planter le dernier clou dans le cercueil de leur arrogance. J'ai levé la voix, juste assez pour que les tables les plus proches entendent, ma voix claire et posée contrastant avec le chaos ambiant. Je me demande ce que pensera de tout ça Madame la juge Renaud, ai-je dit d'un ton neutre, en regardant une femme élégante, la soixantaine, assise non loin de là. Elle qui est une amie de longue date de la famille de votre gendre. Elle a une vue parfaite de la scène depuis le début. Une magistrate de la Cour de cassation, ça fait un témoin de poids pour une plainte pour coups et blessures, vous ne trouvez pas? Le nom, juge Renaud, a eu l'effet d'une déflagration. Plusieurs personnes se sont retournées vers la dite juge. Cette dernière, d'une dignité glaciale, regardait ma famille avec un mépris si palpable qu'il en était presque une insulte physique. Elle n'a pas dit un mot, mais son silence était un verdict. J'ai continué, mon assurance grandissant à chaque mot, sentant le pouvoir basculer de leur côté au mien. Et ce journaliste du Figaro, là-bas, ai-je ajouté en désignant un homme qui prenait frénétiquement des notes sur un petit carnet. Il a été invité par la famille de Thibault pour écrire un article élogieux sur le mariage de l'année. Je crois qu'il vient de trouver un angle beaucoup plus intéressant. Le titre pourrait être « Quand la cupidité familiale tourne au pugilat dans un château 5 étoiles ». C'est vendeur, non. Le visage de mon père est passé du rouge de la colère au blanc de la panique. Ma mère semblait sur le point de s'évanouir. Il comprenait enfin. Je n'étais pas seulement leur fille, leur bouc émissaire. J'étais une avocate. Une professionnelle qui savait que l'information était une arme, et que la réputation était un capital bien plus précieux que l'argent. C'est à ce moment que mon téléphone a vibré. Un email. C'était Maître Delacroix. La réponse était courte, mais elle a fait l'effet d'une armée arrivant en renfort. Élodie, ne bougez pas, restez digne. Je m'en occupe. Appelez-moi dans 10 minutes. Amicalement, Alain Delacroix. Je l'ai su à cet instant. Je n'étais plus seule. La juge Renaud s'est levée de sa table. Elle n'est pas venue vers moi. Elle s'est dirigée vers les parents de Thibault et leur a glissé quelques mots à l'oreille.
J'ai vu le père de Thibaut blêmir, puis jeter un regard assassin en direction de mon père. La belle alliance des familles, scellée 1 heure plus tôt, venait de voler en éclats. Le visage de mon père est passé du rouge de la colère au blanc de la panique. Il a enfin compris que la personne que sa fille venait de gifler n'était pas seulement sa sœur, mais une avocate avec des alliés puissants. Allait-il essayer de s'excuser, ou de s'enfoncer encore plus dans leur propre piège? La panique est une chose fascinante à observer. Elle efface les masques sociaux et révèle la vraie nature des gens. Mes parents, si prompts à me donner des leçons de morale et de bienséance, étaient maintenant des animaux traqués, cherchant une issue dans un labyrinthe dont ils avaient eux-mêmes construit les murs. Ma mère a tenté une approche, son visage déformé par un sourire forcé qui ne masquait pas la terreur dans ses yeux. Élodie, ma chérie, nous nous sommes peut-être un peu emportés. C'est l'émotion du mariage, tu comprends. Un peu, ai-je coupé, ma voix glaciale, ne laissant aucune place à la fausse réconciliation. Vous avez cautionné une agression, mère. Vous avez regardé votre fille se faire frapper et humilier sans lever le petit doigt. Il n'y a pas de « un peu » dans ce cas-là. Il y a des faits. Et il y a des conséquences. C'est alors que la véritable implosion a commencé. Les parents de Thibaut, un couple qui avait bâti sa fortune et sa réputation sur une image d'intégrité et de discrétion, se sont approchés de nous. Le père de Thibaut, un homme habituellement affable, avait le visage fermé, dur comme le granit. Il a ignoré mes parents comme s'ils étaient invisibles et s'est adressé directement à Manon, qui sanglotait bruyamment. Sa voix était basse, mais sifflante de fureur. J'espère que vous êtes fière de vous, mademoiselle. Vous venez de lier le nom de notre famille à un scandale public, à une histoire de violence et de jalousie sordide. C'est une honte. Une honte absolue. Manon, qui flottait sur son nuage de princesse quelques minutes plus tôt, s'est écroulée. Les larmes ont commencé à couler, ruinant son maquillage à 1 000 €. Mais, elle a été méchante avec moi, elle a tout gâché. Elle a tout gâché, a raillé la mère de Thibaut, une femme d'une élégance redoutable. Et votre réponse, c'est la violence physique? Devant 300 personnes, dont la moitié sont nos relations d'affaires? C'est cela l'éducation que vous avez reçue? Elle a jeté un regard assassin à mes parents, qui se sont recroquevillés sur eux-mêmes, soudain petits et insignifiants. La fête était terminée. Ce qui avait été une célébration était devenu une veillée funèbre, celle de la réputation de 2 familles. Les invités, sentant le naufrage, ont commencé à fuir le navire. L'exode a été rapide et brutal. Nous avons un long trajet, le baby-sitter a appelé, des excuses murmurées, des regards fuyants. Personne ne voulait être associé à ce désastre. Le château, si plein de vie et de musique, se vidait dans un silence pesant, seulement ponctué par les sanglots de Manon et les murmures indignés. Mon père a tenté une dernière manœuvre désespérée. Il m'a attrapé par le bras, sa poigne surprenante. Élodie, attends. Nous pouvons arranger ça. Une thérapie de famille, une médiation, ce que tu veux. De l'argent. Dis-nous ce que tu veux. J'ai regardé sa main sur mon bras. Puis j'ai levé les yeux vers son visage. Lâche-moi, papa. Il y avait une menace si froide dans ma voix qu'il a immédiatement obtempéré, comme s'il venait de toucher du métal brûlant. Il n'y a plus rien à arranger, ai-je dit, m'adressant à eux 3. L'argent ne peut pas réparer ça. Vous avez fait votre choix ce soir. Vous avez choisi le caprice de Manon plutôt que mon travail. Vous avez choisi ses exigences plutôt que mes limites. Et quand j'ai dit non, vous avez choisi de la regarder m'agresser plutôt que de me défendre. Je me suis tournée vers Thibaut, qui se tenait à l'écart, le visage livide, regardant sa femme en pleurs comme si c'était une étrangère. Et vous, Thibaut, j'espère que vous savez dans quoi vous vous êtes engagé. Bienvenue dans la famille. Puis, je leur ai tourné le dos. J'ai traversé la salle de bal à moitié vide, mes talons claquant sur le marbre comme un verdict. Arrivé à la porte, je me suis retournée une dernière fois. Le spectacle était pathétique. La mariée en larmes, le marié figé, les parents des 2 côtés se foudroyant du regard au milieu des tables abandonnées. J'ai parlé, et ma voix a résonné dans la pièce. Vous savez ce qui est le plus triste dans tout ça? J'aurais pu vous aider.
Si vous étiez venu me voir avec respect, si vous m'aviez traité comme une fille et une sœur, et non comme un distributeur de billets, je vous aurais aidé à trouver un bel endroit. J'aurais même peut-être participé à l'apport. Mais vous n'avez pas demandé de l'aide. Vous avez exigé mon sacrifice. Ce soir, vous avez votre réponse. En quittant le château, je respirais l'air frais de la nuit comme si c'était la première fois. Je pensais que le drame était terminé. Mais ce qui allait se passer ensuite dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Le trajet en taxi du château à la gare de Lyon-Part-Dieu s'est fait dans un silence irréel, seulement troublé par les vibrations incessantes de mon téléphone. Je l'avais mis en mode silencieux, mais son écran n'arrêtait pas de s'allumer dans mon sac, un phare dans la nuit, chaque notification étant comme une réplique du séisme que j'avais déclenché. Dans le TGV pour Paris, je me suis isolé dans un carré première classe, et je n'ai pas pu m'empêcher de le consulter. C'était un déluge, un tsunami d'informations et d'émotions. Des dizaines de messages de collègues et d'amis présents au mariage, exprimant leur choc, leur soutien, leur indignation. L'un d'eux, d'une associée de mon cabinet, disait « Élodie, je suis sans voix. Ce que tu as enduré est inadmissible. Ton sang-froid est une leçon pour nous tous. Sache que tout le cabinet est derrière toi. Ne laisse personne te faire croire que tu as eu tort. » Ces mots m'ont fait plus de bien que je n'aurais osé l'admettre. Ils étaient un baume sur la plaie béante de l'humiliation. Arrivé à mon appartement, mon sanctuaire, vers 1h du matin, l'adrénaline a commencé à retomber, laissant place à une fatigue immense, presque douloureuse. J'ai posé mon sac, enlevé mes chaussures à talons qui m'avaient torturé toute la soirée, et je me suis dirigé pieds nus sur le parquet frais vers la grande baille vitrée de mon salon. Paris scintillait à mes pieds, une mer de lumière indifférente à mon drame personnel. Cette vue, je l'avais méritée. Personne n'allait me l'enlever. J'ai caressé le verre froid, comme pour me rassurer de sa solidité, de sa réalité. C'était mon port d'attache, et ce soir, j'en avais plus besoin que jamais. J'ai appelé Maître Delacroix comme convenu. Sa voix était calme et rassurante, celle d'un homme habitué aux tempêtes. « Élodie, comment allez-vous ? Prenez un verre d'eau, respirez. » Je lui ai brièvement raconté la fin de la soirée, la fuite des invités, la confrontation entre les deux familles. Il a écouté sans m'interrompre, ponctuant mon récit de quelques « bien » et « je vois ». « Vous avez parfaitement agi », a-t-il dit à la fin. « Vous avez transformé une agression en une question de droit et de réputation. C'est leur terrain, mais ce sont vos règles. J'ai pris la liberté de transmettre votre email à Maître Valérie Lambert. Elle est la meilleure en droit de la presse et gestion de crise. C'est une amie, elle est prévenue et elle vous appellera demain matin. D'ici là, silence radio. Ne parlez à personne d'autre, surtout pas à un journaliste. J'ai raccroché, le cœur un peu plus léger. Je n'étais pas seul dans cette bataille. J'avais des alliés. C'est sur les réseaux sociaux que la vague était la plus haute. Quelqu'un, probablement une des amies de Manon qui pensait que c'était drôle au début, avait filmé la scène de la gifle. La vidéo, d'une 15aine de secondes, était devenue virale. Le hashtag mariage de la honte était en tendance sur Twitter en France. Les commentaires étaient un mélange de haine viscérale envers ma sœur et de soutien pour moi. Quelle honte, cette famille, bravo à cette avocate de ne pas se laisser faire, l'arrogance des riches dans toute sa splendeur. Mon histoire, notre histoire de famille, n'était plus privée. Elle appartenait à tout le monde, disséquée, commentée, jugée par des milliers d'inconnus. Vers minuit, alors que j'étais sur le point de m'effondrer de fatigue dans mon canapé, l'interphone a sonné. Une sonnerie stridente qui a déchiré le silence de mon appartement. J'ai sursauté, mon cœur battant la chamade. J'ai regardé le moniteur vidéo. C'était elle. Manon. Toujours dans sa robe de mariée, maintenant froissée et tachée de terre sur l'ourlet. Son maquillage avait coulé, traçant des sillons noirs sur ses joues. Elle avait l'air d'un ange déchu, pitoyable et brisé. Elle a levé les yeux vers la caméra, et a murmuré un mot que les micros ont à peine capté, « S'il te plaît. Élodie, ouvre-moi. » Mon doigt a survolé le bouton pour ouvrir. Une partie de moi, la grande sœur, celle qui l'avait consolée de ses chagrins d'enfant, voulait la faire monter, la prendre dans ses bras, lui dire que tout irait bien. Un souvenir fugace m'est revenu, Manon, à 7 ans,
tombant de vélo et courant vers moi, en larmes, pour que je la console, ses petits bras serrés autour de mon cou. Mon cœur s'est serré. Cette douleur était réelle. Mais ensuite, j'ai revu son visage triomphant après la gifle. J'ai entendu le rire des 300 invités. J'ai senti la brûlure de l'humiliation. J'ai compris que la petite fille de 7 ans n'existait plus. La femme qui se tenait en bas de chez moi n'était pas venue chercher le pardon, elle était venue chercher une bouée de sauvetage. Elle voulait que je répare ce qu'elle avait cassé. Encore une fois. La voir ainsi, désemparée, aurait dû me fendre le cœur. Mais mon cœur avait déjà été brisé plus tôt dans la soirée. En éteignant l'interphone, j'ai choisi de me protéger. C'était la première fois de ma vie que je me choisissais, moi. Cette décision allait-elle me hanter, ou me libérer? Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon médiatique et personnel. Maître Lambert, l'avocate spécialisée en gestion de crise, a été d'une efficacité redoutable. Elle m'a conseillé de garder un silence absolu, de me comporter en victime digne et non en guerrière vengeresse. Pendant ce temps, elle distillait des éléments de langage aux quelques journalistes qui avaient réussi à obtenir mon numéro. Le message était clair, j'étais la victime d'une dynamique familiale toxique et d'une agression, et je souhaitais désormais que cette affaire privée le reste. Cette posture digne et professionnelle a contrasté violemment avec la panique de ma famille, qui a commis toutes les erreurs possibles. Mon père a tenté de donner une interview à un journal local, parlant d'un simple différend familial exagéré par le stress du mariage, ce qui n'a fait qu'attiser les flammes et lui a valu une volée de bois vert dans les commentaires en ligne. Manon, sur les conseils de ses amis, a posté un message larmoyant sur Instagram, parlant de la pression, et du fait que j'avais toujours été difficile et jalouse de son bonheur. Le message a été perçu comme une tentative pathétique de retourner la situation et a été submergé de commentaires si haineux qu'elle a dû fermer son compte. Il ne comprenait pas que dans l'ère numérique, tenter de contrôler le récit après un tel scandale, c'est comme essayer de contenir de l'eau avec ses mains. Les conséquences, les vraies, ont commencé à tomber, méthodiquement, inexorablement. C'était la fin de la vie de princesse pour Manon. La société d'événementiel de luxe qui l'employait l'a convoquée le mardi suivant. Le directeur des ressources humaines, un homme au visage sévère, lui a expliqué que son comportement était en totale contradiction avec les valeurs de l'entreprise. 3 de leurs plus gros clients, présents au mariage, avaient appelé le lundi matin pour exprimer leur malaise et leur profonde déception à l'idée de confier l'organisation de leurs événements à quelqu'un capable d'une telle violence publique. Manon a été licenciée pour faute grave, son comportement ayant nui de manière irrémédiable à l'image de l'entreprise. Pour Thibaut et sa famille, le retour de bâton a été tout aussi violent, bien que plus feutré. Leur nom était associé au hashtag mariage de la honte. Dans leur milieu, où la réputation est tout, c'était une catastrophe. Plusieurs gros contrats que le cabinet de Thibaut était sur le point de signer ont été mis en attente, Sindai. Les parents de Thibaut, furieux et humiliés, ont rendu Manon unique responsable de cette débâcle, la traitant comme une paria. Mes parents, dans leur petite ville de province, ont découvert ce que signifiait l'ostracisme social. Le club de golf très sélect dont mon père était si fier lui a envoyé une lettre recommandée lui notifiant que son adhésion était suspendue en attendant une clarification sur les récents événements relayés par la presse. Plus d'une douzaine de lettres de plainte de membres outrés avaient été envoyées au conseil d'administration du club. Ma mère, qui régnait sur plusieurs comités de charité, a vu les autres membres annuler les réunions ou simplement ne plus répondre à ses appels. Ils étaient devenus des parias, les monstres de l'histoire que tout le monde se racontait. Environ 6 mois après le mariage, j'ai appris, par une cousine éloignée avec qui j'avais gardé contact, que Manon et Thibaut avaient divorcé. La procédure avait été rapide, presque expéditive. La pression du scandale, la perte de leurs emplois respectifs, les récriminations constantes de la famille de Thibaut et probablement la découverte par ce dernier de la véritable nature de la femme qu'il avait épousée, avaient eu raison de leur amour tout neuf. Le mariage qui devait sceller leur ascension sociale avait en fait signé leur chute. J'ai ressenti une étrange absence d'émotion en apprenant la nouvelle. Pas de joie, pas de triomphe. Juste une sorte de vide, la confirmation silencieuse que la justice, parfois, est immanente. Maître Lambert m'a conseillé de porter plainte pour l'agression, mais j'ai refusé.
La justice sociale et médiatique avait été bien plus puissante que n'importe quel tribunal. Ma vengeance n'avait pas été un acte de haine, mais simplement le fait de laisser la vérité faire son œuvre. J'ai appris que Manon était retournée vivre chez nos parents, dans sa chambre d'adolescente. Le château de cartes qu'ils avaient construit sur mon dos, sur mes sacrifices, s'était finalement effondré. J'avais gagné. J'avais gardé mon appartement, ma dignité, ma carrière. Mais qu'en était-il de ma propre reconstruction? Étais-je vraiment sorti indemne de cette guerre familiale? Alors que l'empire de ma famille s'effondrait, le mien, paradoxalement, se renforçait. Le scandale, une fois la poussière retombée, a eu un effet inattendu sur ma carrière. Mon nom était connu. J'étais devenue l'avocate qui a tenu tête à sa famille, celle qui ne se laissait pas intimider. Cette image de force, de résilience et d'intégrité a attiré un nouveau type de clientèle. Des femmes, surtout. Des entrepreneuses qui se battaient pour lancer leur start-up, des artistes qui protégeaient leur création, des femmes cadres qui naviguaient dans des mondes d'hommes et qui voyaient en moi une alliée, quelqu'un qui comprenait ce que signifiait se battre pour sa place et la défendre bec et ongle. Mon cabinet a prospéré comme jamais auparavant, non pas à cause du scandale lui-même, mais à cause de ce qu'il avait révélé de mon caractère. Mais le plus grand changement n'a pas été professionnel, il a été personnel, intime. La rupture avec ma famille a laissé un vide immense. Au début, c'était un silence assourdissant, douloureux. Les dimanches, autrefois synonymes de déjeuners familiaux tendus et de critiques à peine voilées, étaient maintenant vides. Les fêtes de fin d'année, sans les obligations familiales, semblaient étrangement calmes. C'était à la fois une libération et une amputation. J'ai dû faire le deuil, non pas des personnes qu'ils étaient, mais de la famille que j'aurais aimé avoir, celle que je m'étais inventée dans mes rêves d'enfant. J'ai compris que je n'avais jamais vraiment eu de famille au sens où je l'entendais. J'avais eu un groupe de personnes liées par le sang, qui me considéraient comme une ressource, une banque, une assurance-vie, mais jamais comme une personne à part entière, avec ses propres désirs, ses propres peurs et ses propres limites. Lentement, j'ai commencé à remplir ce vide. Pas avec le travail, comme je l'aurais fait avant, mais avec des relations choisies. Ma véritable famille. Mes amis les plus proches, qui m'avaient soutenu sans faille pendant cette épreuve, sont devenus le centre de mon univers. Les dîners improvisés avec des pâtes au pesto et beaucoup de vin ont remplacé les repas de famille guindés. Les week-ends à la campagne avec eux, faits de rire et de randonnée, ont remplacé les visites obligatoires à mes parents. J'ai appris que la famille, la vraie, n'est pas une question de sang, mais de loyauté, de respect et d'amour inconditionnel. J'ai transformé mon Penthouse. L'une des chambres d'amis, celle que ma famille jugeait inutile, est devenue mon bureau à domicile, un espace lumineux et inspirant où je pouvais travailler en paix. L'autre est devenue une vraie chambre d'amis, constamment occupée par des amis de passage de province ou de l'étranger. Cet espace que Manon convoitait était maintenant rempli de rire, de confidences, de vie. La vraie vie. Avant, je remplissais cet appartement de travail et de solitude. Maintenant, je le remplissais de joie. La joie de mes amis qui me demandaient « Comment s'est passée ta journée ?» et qui écoutaient vraiment la réponse. J'ai compris qu'une maison n'est pas définie par ses murs ou sa vue, mais par les personnes qui vous font vous y sentir en sécurité et aimé. Un soir, quelques mois plus tard, je me suis assise sur mon balcon avec un verre de vin. C'était une douce soirée d'automne. Je regardais le soleil se coucher sur Paris, peignant le ciel de couleurs incroyables. Une paix profonde, une paix que je n'avais jamais connue auparavant, m'a envahi. Je n'étais plus en guerre. Je n'avais plus à me justifier, à me défendre, à prouver ma valeur. J'étais juste, moi. Et c'était suffisant. Ce soir-là, en regardant les lumières de la ville, j'ai compris que la meilleure vengeance n'était pas leur chute, mais ma propre élévation. J'avais non seulement gagné la bataille pour mon appartement, mais aussi la guerre pour mon âme. Mais comment transformer cette paix durement acquise en un avenir durable? Je n'ai jamais revu mes parents ni Manon. Parfois, une pensée fugace les traverse, surtout lors des grandes fêtes ou des anniversaires. Je me demande ce qu'ils sont devenus, si le temps a apporté un semblant de sagesse ou juste plus d'amertume. Mais cette curiosité est distante, clinique, comme si je lisais un article sur des inconnus dont j'aurais autrefois connu l'histoire. Le lien affectif, ce fil invisible et puissant, a été sectionné ce jour-là,
au son de cette gifle et des rires qui l'ont suivi. Le silence de leur part est devenu le plus beau cadeau qu'il ne m'ait jamais fait. C'était le son de ma liberté, le son de ma guérison. Cette épreuve m'a appris une leçon fondamentale, une leçon que l'on n'apprend pas dans les livres de droit. Parfois, l'acte d'amour le plus courageux que l'on puisse faire n'est pas de pardonner encore et encore, mais de dire « stop ». De tracer une ligne infranchissable pour protéger sa santé mentale, sa paix intérieure et sa dignité. Le voyage pour couper les ponts avec une famille toxique n'est pas un acte de colère, mais un acte de préservation de soi radicale, un acte d'amour-propre. C'est douloureux, cela laisse des cicatrices, mais de ces cicatrices peut renaître une nouvelle personne, plus forte, plus authentique et plus libre. Mon Pentouse est toujours mon refuge, mais il n'est plus une forteresse. C'est une maison ouverte, un lieu de partage. Ma carrière continue de m'épanouir, mais elle ne me définit plus entièrement. J'ai appris à trouver l'équilibre. J'ai appris à prendre des vacances, à déléguer, à dire non. J'ai appris que le succès n'a de sens que s'il est partagé avec des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous avez. Mon histoire a eu une fin douloureuse mais libératrice. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous, qui m'écoutez, ont vécu des situations similaires, où les liens du sang deviennent des chaînes. Où l'amour familial est conditionnel à votre soumission, à vos sacrifices. Si c'est votre cas, sachez que vous n'êtes pas seul, et que vous avez le droit de vous choisir. Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Votre expérience, même partagée anonymement, pourrait donner de la force à quelqu'un qui se sent piégé en ce moment. Comment avez-vous réussi à poser vos limites? Quelle a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour vous? Vos témoignages sont précieux. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si mon histoire a résonné en vous, et de vous abonner pour ne pas manquer d'autres récits de vie, d'autres batailles et d'autres victoires. Car parfois, partager nos combats est la première étape pour gagner la guerre. Et la plus grande victoire est de trouver la paix, non pas en changeant les autres, mais en refusant, une fois pour toutes, de les laisser nous détruire. Merci de m'avoir écouté.